dans cette troisième vidéo, on va chercher à montrer que si une fonction est continue sur AB, elle va être Riemann intégrable sur AB. Donc ça va être ça qu'on va vouloir montrer. On veut montrer que si f est une fonction continue sur AB, l'ensemble des fonctions continues sur AB, je pense que vous connaissez cette notation, on dit f appartient à l'ensemble C0 de AB R, alors f est Riemann intégrable sur AB. Joli R de AB, là, enfin joli c'est relatif, joli R de AB, là c'est comme ça qu'on avait noté l'ensemble des fonctions Riemann intégrables. Alors, si vous regardez le critère 1 par exemple, qui est juste en dessous, vous devez savoir que pour montrer qu'une fonction est Riemann intégrable, en gros, il s'agit de trouver des subdivisions telles que i plus de f sigma et i moins de f sigma sont très très proches, c'est-à-dire i plus de f sigma moins i moins de f sigma, c'est tout petit. Si f est continu, et qu'on essaye de faire ça, si f est continu sur AB et sigma donc, est une subdivision, plutôt que si, je vais mettre soit f une fonction continue sur AB et sigma une subdivision, de AB, on aimerait bien, du coup, en choisissant bien sigma, que quand je fais i plus de f sigma moins i moins de f sigma, donc ça, on l'a déjà calculé plusieurs fois, si on met tout dans la même somme, ça va être la somme pour i allant de 0 à n-1, de la différence entre le sub de f et l'inf de f sur le sous-intervalle xi plus 1, fois la largeur de l'intervalle xi plus 1 moins xi. On aimerait bien du coup que ça, à la fin, si on choisit bien les xi, ça devienne plus petit que epsilon. C'est en tout cas ce que nous demande de faire le critère numéro 1 qui s'affiche normalement en bas de l'écran. Alors, pourquoi on a des raisons de penser que ça va marcher? Si f est continu, c'est quoi l'idée de la continuité? La continuité, ça veut dire finalement que si je prends deux points qui sont très proches, si x moins x0 c'est plus petit que delta, alors f de x va être très proche de f de x0. C'est ça que ça veut dire la continuité. La continuité, c'est quand on n'a pas de saut. Un saut, c'est quand on a des points proches, mais la valeur de f entre les deux, la valeur de f en chacun de ces points est loin. Et une fonction continue, c'est une fonction où ça ne se produit pas. Alors comment on écrit ça proprement? Comme f est continu, l'idée c'est que pour chaque epsilon positif et pour chaque x0 dans AB, donc si je prends un x0 dans AB, pour chaque epsilon positif, je vais pouvoir trouver un delta tel que si x est à une distance moins que delta de x0, alors f de x est à une distance moins que epsilon de f de x0. Autrement dit, donc x moins x0 plus petit que delta, x moins x0 en valeur absolue plus petit que delta, je pense que vous connaissez cette manip, ça veut dire que x il est compris entre x0 moins delta et x0 plus delta. Donc x il appartient à l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta. Et si on a ça, alors f de x il va être compris entre f de x0 plus epsilon et f de x0 moins epsilon. Hop là, avec le epsilon qui n'est pas dans la parenthèse, autant pour moi.
Mais du coup, si on fait le sup de f sur un intervalle comme celui-ci, donc si on prend un intervalle comme ça, de largeur delta, de rayon delta autour de x0, bah, sur cet intervalle, f elle est comprise entre f de x0 plus epsilon et f de x0 moins epsilon. Donc son sup il est inférieur ou égal à f de x0 plus epsilon. Puisque f de x0 plus epsilon c'est un majorant de f sur cet intervalle. Et f de x0 moins epsilon c'est un minorant de f sur l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta. Donc l'inf, il est plus grand que ce minot. Mais du coup, sur un intervalle qui a cette tête-là, si je fais le sup de f moins l'inf de f comme au-dessus, là, comme dans i plus de f sigma moins i moins de f sigma, si je soustrais ces deux inégalités, les f de x0 vont se simplifier et j'obtiens que sur ce sous-intervalle x0 moins, pardon, pas epsilon, x0 moins delta, x0 plus delta, la différence entre le sup et l'inf, c'est plus petit que 2 epsilon. Alors du coup, l'idée, ce serait que si ici je prends des intervalles xi, xi plus 1, dont la largeur c'est moins que 2 fois delta, ben, je vais pouvoir majorer tout ça par 2 epsilon, que je pourrais sortir de la somme, et il me restera la somme des xi plus 1 moins xi qui va faire une somme télescopique qui va faire b moins 1. Et du coup, j'aurai 2 epsilon fois b moins a, c'est pas tout à fait epsilon, mais c'est pas, ça s'ajuste. En tout cas, on peut le rendre tout petit, on pourrait se débrouiller. Donc ce serait ça l'idée. Si je prends des sous-intervalles xi, xi plus 1 de largeur moins que delta, je pourrais majorer i plus de f sigma moins i moins de f sigma par epsilon fois une constante. Et si vous regardez le critère numéro 1, ça ressemble vachement à ce qu'on voudrait faire. Donc pour majorer i plus de f sigma moins i moins de f sigma par epsilon fois une constante, i moins de f sigma par epsilon fois une constante, il nous suffirait de prendre des sous-intervalles donc de prendre une subdivision telle que les sous-intervalles sont de largeur moins que epsilon. Donc xi plus 1 moins xi, plus petit que delta. Pardon, plus petit que delta, pas epsilon. Alors, ça a l'air super. Pourquoi j'ai pas écrit preuve du coup? Pourquoi j'ai pas fait théorème, les fonctions continues sont intégrables et puis après ça c'était la preuve? Parce que là en fait on a un souci. C'est que c'est un peu caché, mais le delta là il dépend de x0. La continuité c'est en un point. Et quand on choisit un x0, après, du coup, pour chaque epsilon, on obtient un delta. Du coup, le delta, il dépend de epsilon, mais aussi de x0. Donc, plus epsilon est petit, plus il nous faut un delta petit. Mais aussi, le delta, c'est pas forcément le même selon le point x0 qu'on prend. Alors du coup, qu'est-ce que ça implique pour ma subdivision? Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas qui c'est le delta qu'il faudrait prendre pour subdiviser tout l'intervalle. Parce que si je me déplace dans l'intervalle, le point qui est au milieu des sous-intervalles, c'est pas le même. Donc le delta qui lui correspond, c'est pas le même a priori. Donc je ferai une vidéo à part sur ce problème-là pour illustrer que ça dépend de x0, si vous voulez aller la voir. Mais là, a priori, du coup, c'est pas si simple. Parce que du coup, il n'y a pas un delta, et il suffit que je choisisse ce delta, et ça va marcher. Pour chaque point x0 de l'intervalle, il y a son petit delta. Et le problème qu'on pourrait avoir, c'est que, par exemple, plus je me rapproche de la bande de droite, de B,
et plus les deltas qui correspondent deviennent petits. Et du coup, il n'y en a jamais un qui va me permettre de recouvrir l'intervalle avec des sous-intervalles. Et ça va s'écraser comme ça avec des sous-intervalles de plus en plus petits. Et en fait, à la fin, si j'ai pas de chance, il me faudra peut-être une infinité de sous-intervalles pour recouvrir AB. Et ça, j'ai pas le droit. Alors du coup, c'est vers le milieu du 19e siècle, à l'époque de Cauchy, qu'on s'est rendu compte que c'était un problème. Et qu'on a introduit du coup une sorte de continuité renforcée, qu'on appelle la continuité uniforme. Et on dit qu'une fonction est uniformément continue quand, pour tout epsilon, il existe un delta, tel que si x et y sont à une distance moins que delta, ou qu'ils soient dans l'intervalle, donc c'est le même delta pour tout le monde, alors on est sûr que f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Et on appelle ça la continuité uniforme. Donc une fonction f définie sur un intervalle à valeur dans R, on va dire qu'elle est uniformément continue sur l'intervalle I. Si pour chaque epsilon positif, il existe un delta qui garantit que, où qu'on soit dans l'intervalle I, donc quels que soient les points x, y dans I, si leur distance c'est moins que delta, alors la distance entre f de x et f de y c'est moins que epsilon. Et du coup c'est ça qu'il nous faudrait en fait. C'est un delta, on choisit le epsilon pour appliquer le critère numéro 1 qui est en dessous, et ça nous fait un delta tel que si je fais des sous-intervalles de largeur moins que delta, bah du coup x et y dans ces sous-intervalles ils vont être à une distance moins que delta, et dans ce cas-là je suis sûr que f de x moins f de y sera plus petit que epsilon, et donc le supélymphe de f sur cet intervalle ce sera moins le supélymphe de f sur les sous-intervalles xi plus 1, ça sera majoré par epsilon, par 2 epsilon. Donc c'est ça qu'il nous faut en fait, c'est la continuité uniforme qui nous donne un delta qui fonctionne partout sur l'intervalle, le même delta pour tout le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça uniforme. Alors vous allez me dire, ça a l'air super la continuité uniforme, mais moi je ne connais pas. Vous allez me dire que les fonctions que vous avez envie d'intégrer, c'est, je sais pas moi, exponentielle, cosinus, les trucs de d'habitude. Est-ce qu'elles sont uniformément continues, celles-là, ou pas? Parce que c'est celles-là qui nous intéressent. On sait qu'elles sont continues, est-ce qu'elles sont uniformément continues? Alors, oui et non. C'est-à-dire, par exemple, la fonction x au carré, vous allez me dire, c'est pas très méchant, la fonction x au carré, quand même. La fonction x au carré sur R+, par exemple, ou sur R, encore pire, elle n'est pas uniformément continue. Pourquoi elle n'est pas uniformément continue? Heuristiquement, parce que si j'essaye de faire f de x moins f de y, et que j'essaye de majorer ça par un epsilon, et que j'essaie de voir quel delta il me faut dans ce cas-là, ça fait x2 moins y2. x2 moins y2, ça nous fait... C'est une identité remarquable, ça fait x moins y fois x plus y. Et donc pour que ça, donc c'est plus petit que x moins y fois valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et l'idée ici, c'est que pour que ça, ce soit plus petit que epsilon, il faudrait que le x moins y, il soit plus petit que epsilon divisé par valeur absolue de x plus valeur absolue de y. En gros. Mais ça, du coup, si ça c'est notre delta,
Du coup, c'est ça le delta qu'il nous faut pour être sûr que f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Et là, on a un problème, c'est que le delta, il dépend de x et de y. C'est pas le même delta pour tous les x et les y de R+, par exemple. Le delta, il dépend de x et de y. Il dépend de epsilon, mais il dépend aussi de x et de y. Alors, pourquoi c'est pas fichu du coup? Parce qu'en fait, si au lieu de regarder f de x égale x au carré sur R+, si à la place je le regarde sur l'intervalle 0, sur un intervalle 0m par exemple, donc au lieu de regarder 0 plus l'infini, je fais un intervalle borné, et bien dans ce cas-là, avec le même calcul que ce que j'ai fait au-dessus, f de x moins f de y, donc si on reprend la fin du calcul, on est arrivé à plus petit que x moins y fois valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Sauf que si x et y ils sont dans 0m, bah x il est plus petit que m, y il est plus petit que m. Donc tout ça c'est plus petit que 2 fois m fois valeur absolue de x moins y. Et du coup, pour que ça ce soit plus petit que epsilon, bah, il suffit que x moins y soit plus petit que epsilon sur 2m. Et dans ce cas-là, ça ne dépend plus de où ils sont x et y sur l'intervalle 0m. Donc la fonction f de x égale x au carré, elle n'est pas uniformément continue sur R+. Je mets en bleu clair parce que c'est un peu heuristique mon truc. J'ai divisé par valeur absolue de x plus y sans même regarder s'ils étaient nuls ou pas. Donc c'est un peu au brouillon pour vous donner une idée. Mais par contre, elle a l'air d'être uniformément continue sur 0m. Et ça tombe bien parce que si vous regardez depuis le début, l'intégrale de Riemann, on travaille uniquement sur des... Pour faire l'intégrale de Riemann d'une fonction, excusez-moi, on travaille uniquement sur des intervalles AB qui sont bornés. Alors bon, peut-être que ça se passe comme ça pour x au carré, mais pas pour les autres fonctions. En fait, si, on a un théorème, le théorème de Hein, qui dit que si on a une fonction qui est continue sur un intervalle fermé et borné, ça tombe bien, c'est sur cela qu'on travaille, alors elle est automatiquement uniformément continue. Et c'est ça qui va tout faire marcher pour notre intégrale ici. Donc soit f une fonction continue sur un intervalle fermé borné. S'il n'est pas fermé ou pas borné, c'est pas sûr que ça marche. Comme on a vu avec la fonction x au carré, on peut aussi le faire avec la fonction 1 sur x sur l'intervalle ouvert 0, 1, et on s'apercevra qu'elle n'est pas non plus uniformément continue, donc il nous faut un intervalle fermé et borné. Alors f est, donc je vais le noter AB, l'intervalle fermé borné, comme depuis le début de ce cours. Et dans ce cas-là, f est uniformément continu sur AB. Et c'est ça qui va tout sauver. Alors, pourquoi c'est vrai ce théorème de Hein? On va le faire par l'absurde. On va supposer qu'on ait une fonction continue sur un intervalle AB, mais qu'elle n'est pas uniformément continue.
on suppose que f est continu sur un intervalle AB fermé borné, mais pas uniformément continu, et on va chercher une contradiction. Alors, ça veut dire quoi, pas uniformément continu? Dans un premier temps, on va le faire bêtement. On va prendre la définition de la continuité uniforme, ici, et on va prendre la négation logique de ça. Donc, dire que f n'est pas uniformément continu, ça revient à dire qu'il existe un epsilon supérieur à 0, tel que pour tout delta positif, il existe deux points x et y dans AB, tels que x moins y est plus petit que delta, et malgré ça, f de x moins f de y, c'est plus grand que epsilon. Donc là, j'ai juste pris la négation logique de la définition de la continuité uniforme. Qu'est-ce que ça me dit du coup? Maintenant que je l'ai écrit, je peux essayer de regarder et de comprendre ce que ça veut dire. Ça me dit qu'il existe une sorte d'écart minimum epsilon, ici, qui va séparer f de x et f de y. Donc ça veut dire que quel que soit delta positif, il existe des points qui sont très très proches, et malgré ça, f de x moins f de y, ça reste plus loin que epsilon, plus grand que epsilon. Alors, il faut qu'on trouve une contradiction. Pour ça, on va utiliser un théorème qu'on a vu au chapitre 1, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Parce que du coup, ça veut dire que là, j'ai un epsilon qui fait ça, et delta, et je peux appliquer cette définition, cette propriété, avec n'importe quel delta. Donc là, la propriété étoile orange, là, elle me dit qu'elle a un epsilon, tel que quel que soit le delta que je lui donne, elle va me trouver deux points qui sont plus proches que le delta que je lui ai donné, et néanmoins f de x moins f de y est plus grand que epsilon. Si j'applique ça avec delta égale 1, donc ceci, c'est-à-dire étoile orange, là, on obtient du coup x1 et y1. C'est deux points de AB, tels que x1 moins y1 en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1, et f de x1 moins f de y1, c'est plus grand que epsilon. Et je peux refaire ça avec delta égale 1,5. Si je fais ça, ça va me donner deux points que je vais noter x2 et y2, qui sont à une distance moins que 1,5, et néanmoins, f de x2 moins y2, ça reste toujours plus grand que epsilon. Toujours le même epsilon. Et je pense que vous commencez peut-être à me voir venir. Je peux aussi faire ça avec delta égale 1 tiers, je peux faire ça avec delta égale 1 quart, et plus généralement, je peux faire ça avec delta égale 1 sur n. Donc pour chaque n dans n étoile, j'applique étoile orange avec delta égale 1 sur n. Et on obtient deux points xn, yn dans l'intervalle AB,
tels que xn moins yn, c'est plus petit que 1 sur n, et f de xn moins f de yn, ça reste plus grand que epsilon. Mais du coup, xn, c'est une suite de l'intervalle AB. Et on avait vu au chapitre 1 que si on a une suite dans un intervalle fermé borné, donc si on a une suite bornée, alors elle admet une sous-suite qui converge, c'était le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite x phi n de xn qui converge, qui admet une limite à, mettons, x. Donc je note x, la limite de la suite xn, de x phi de n, de la sous-suite convergente. Et non, plutôt, je vais l'appeler L, petit l comme limite. Mais du coup, comme x phi de n moins y phi de n, bah, c'est plus petit que 1 sur phi de n, c'est ce qu'on a obtenu ici, là. Et on avait vu une propriété qui nous disait que si phi est une application de n dans n strictement croissante, alors pour tout petit n, phi de n c'est plus grand que n. Donc 1 sur phi de n c'est plus petit que 1 sur n. Donc x phi de n, donc y phi de n, elle va être convergente vers la même limite que x phi de n. Donc x phi de n moins y phi de n tend vers 0. Y phi de n va aussi tendre vers L quand n tend vers plus l'infini. Mais du coup, puisque f est continu, bah du coup, si je lui donne à manger une suite convergente, par exemple x phi de n, f de x phi de n va tendre vers f de la limite L. Une fonction continue, si on lui donne à manger une suite convergente, ça converge vers f de la limite. Et même chose du coup avec y phi de n. Ça tend vers f de l. Mais si on reprend ce qu'on a écrit ici, f de x phi de n moins f de y phi de n, il est obligé de rester plus grand que epsilon. Pour tout n dans grand N. Mais alors du coup, par passage à la limite, f de L moins f de L, c'est plus grand que epsilon, c'est-à-dire 0 est plus grand que epsilon. Et ça, non, je crois pas, non. Epsilon, on l'avait pris strictement positif. Donc si je passe à la limite dans cette dernière inégalité, j'obtiens que f de L moins f de L, hein, ça fait 0, c'est plus grand que epsilon. Bon, ça, c'est une contradiction. Donc si f est continue sur AB, c'est pas possible qu'elle soit pas uniformément continue. Et c'est ça qui va nous permettre de faire marcher notre dernier théorème dans cette section. Si on a une fonction continue sur AB, alors elle va être Riemann intégrable grâce à la continuité uniforme.
si j'ai une fonction continue sur AB, alors f est Riemann intégrable sur cet intervalle. Parce que c'est un intervalle fermé borné, sinon ça ne fonctionnerait pas. Alors, pour le montrer, on va utiliser le critère numéro 1 qui s'affiche normalement en bas de votre écran. Donc on pose un epsilon positif et on va chercher une subdivision telle que I plus de F sigma moins I moins de F sigma, c'est plus petit que epsilon. Alors, comme on l'a dit, l'idée c'est d'utiliser le fait que, puisque f est uniformément continu, il va y avoir un delta, tel que si x et y sont plus proches que delta, alors f de x et f de y sont plus proches que epsilon. Par le théorème de Hein, f est uniformément continu sur AB, donc pour mon epsilon que j'ai choisi là, il existe un delta strictement positif, tel que quel que soit x et y dans AB, si x moins y en valeur absolue c'est plus petit que delta, alors f de x moins f de y, alors pour que ça se simplifie bien à la fin, je ne vais pas prendre epsilon, je vais prendre epsilon sur b moins a. J'ai le droit de faire ça parce que la continuité uniforme me dit tu me donnes le epsilon que tu veux et je te donne le delta qui va avec, et je choisis epsilon sur b moins a. Vous allez voir, ce sera joli à la fin. Maintenant, quelle subdivision je prends avec ça? Je vais prendre une subdivision régulière avec des intervalles de longueur b-a sur n plus petite que delta. Donc je choisis un n dans n étoiles suffisamment grand pour que quand je fais b-a sur n, ce soit plus petit que delta. Et je note sigma, la subdivision régulière, à n sous-intervalles de longueur b-a sur n. Celle que j'ai déjà utilisée pour les fonctions monotones si vous avez vu la vidéo précédente. Dans ce cas-là, sigma, c'est une subdivision en n plus 1 point x0 jusqu'à xn, avec xi, on a déjà dit à la vidéo précédente, qui est égal à a plus i fois b-a sur n. Dans ce cas, pour tout xy dans xi plus 1, donc si je prends un des sous-intervalles, xi plus 1, ça c'est un bout des réels, là je vais avoir xi plus 1, et si je prends x et y, deux points dans ce sous-intervalle, la distance entre x et y, donc valeur absolue de x moins y, ça va être plus petit que la longueur totale du sous-intervalle
et la longueur totale du sous-intervalle, c'est b moins a sur n, qui est plus petit que delta. La distance entre x et y, elle est plus petite que b moins a sur n, et donc elle est plus petite que delta. Et donc f de x moins f de y, c'est plus petit que epsilon sur b moins 1. En particulier, f de x, ça va être plus petit que f de y plus epsilon sur b moins a pour tout x dans xi plus 1. Du coup, f de y plus epsilon sur b moins a, c'est un majorant de f sur cet intervalle. Donc si je prends le sub de f sur l'intervalle xi plus 1, c'est plus petit que f de y plus epsilon sur b moins 1. Et ça, c'est vrai pour tout y dans xi plus 1, pour tout y dans xi plus 1. Du coup, f de y, ça va être plus grand que sub de f sur le sous-intervalle moins epsilon sur b moins a. Du coup, ça veut dire que sub de f moins epsilon sur b moins a, c'est un minorant de f sur cet intervalle, puisque pour tout y, f de y est plus grand que lui. Donc l'inf de f sur le sous-intervalle, il est supérieur ou égal au sub de f moins epsilon sur b moins 1. Mais du coup, le sub de f moins l'inf de f, si je remets tout du même côté, si je mets sup et inf du même côté, et epsilon sur b moins a de l'autre côté, sup de f moins inf de f, je vais pouvoir le majorer par epsilon sur b moins 1. Et maintenant, du coup, si je calcule i plus de f sigma moins i moins de f sigma, c'est égal à la somme des sup de f moins inf de f sur les sous-intervalles xi plus 1, on commence à l'avoir vu plein de fois cette formule, fois la longueur du sous-intervalle, lui, on a dit qu'il était plus petit que epsilon sur b moins a. Lui, il est égal à b moins a sur n. Donc on peut tout majorer par la somme pour i allant de 0 à n-1 de la constante, ça dépend plus de i du coup, epsilon sur b moins a fois b moins a sur n. Les b moins a se simplifient, c'est pour ça que j'ai pris un epsilon sur b moins a au départ. Et donc j'ai une somme, epsilon sur n, plus epsilon sur n, plus epsilon sur n, plus epsilon sur n, n fois, qui fait tout pile epsilon. Et donc, d'après le critère numéro 1, la fonction f est Riemann intégrable. Ce qu'il fallait démontrer. Et c'était un peu long. Il a fallu introduire cette nouvelle notion un peu subtile de continuité uniforme. On a donc bien mérité le petit carré qui termine cette vidéo.